Il y a un gouffre sous-marin de 20 mètres de profondeur en ce moment même, juste au large de Cherchell, qui attend secrètement de bouleverser le prix de tout ce que vous achetez. À l'heure où vous regardez cette vidéo, des courants marins profonds traversent une anomalie géographique unique, une fosse côtière si abrupte qu'elle contourne les lois de l'ingénierie mondiale, s'apprêtant à accueillir des méga-navires de 20 étages sans qu'aucune main humaine n'ait jamais besoin de creuser ou de draguer le fond de la mer. C'est un cheat code géographique qui semble véritablement difficile à croire la première fois qu'on l'entend. La plupart des gens s'imaginent que pour bâtir un superport de plusieurs milliards de dollars, il faut arracher violemment des millions de tonnes de roches côtières pour faire de la place aux bateaux. Mais ce qui se passe à El Hamdania désarme complètement les sceptiques. Restez bien avec moi du début à la fin, car le secret numéro 6 révèle un paradoxe logistique que les chercheurs ne pensaient même pas mathématiquement possible. Et le 10e et dernier point est celui qui change absolument toute notre vision du pouvoir administratif caché du pays. Premièrement, l'abysse naturel de 20 mètres. Vous connaissez les ports classiques. Vous voyez ces immenses navires de dragage qui font un bruit infernal pour racler le sable au fond de l'eau, juste pour éviter que les cargos ne s'échouent. Ici, les cartes hydrographiques révèlent une cassure soudaine et agressive du relief sous-marin, atteignant 20 mètres de tirant d'eau naturel. Ce que cela change pour le projet, c'est un avantage structurel colossal. Le port peut accueillir les plus grands porte-conteneurs de la planète, ceux de 21 500 EVP, sans aucune excavation initiale. La pure élégance de la nature qui fait le gros du travail pour l'ingénierie humaine, c'est tout simplement remarquable. Deuxièmement, bâti sur les secrets engloutis de la Rome antique. Quand on regarde une zone de chantier, on ne voit que du béton et de la ferraille. Mais sous la surface, vous marchez directement sur l'histoire humaine. Des fouilles archéologiques sous-marines ont identifié des villas maritimae, des villas balnéaires romaines de luxe et des couches de production de poterie datant du 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque où cette côte était Caesarea, la capitale de la Mauritanie sous le roi Juba II. Les équipes de construction ne coulent pas juste du béton, elles doivent naviguer autour d'au moins 6 sites archéologiques majeurs non documentés. Savoir que le commerce mondial moderne s'ancre directement dans l'ancien terrain de jeu maritime de l'Empire romain, ça donne des frissons. Troisièmement, le bouclier des trois îlots. Imaginez la violence des tempêtes hivernales de la Méditerranée qui s'écrasent contre une digue artificielle, broyant lentement le béton pour le transformer en poussière. Les ingénieurs du projet ont les yeux fixés sur un tout petit groupe de rochers au large, connu sous le nom des trois îlots. Au lieu de couler des millions de tonnes de blocs en pleine mer, ils ancrent le cœur d'une digue monumentale de 4 km directement dans la roche de ces îles naturelles. C'est une démonstration brillante d'intelligence, travailler avec la géographie de la côte plutôt que de lutter contre elle. Quatrièmement, l'illusion de la double voie ferrée. On voit souvent une voie ferrée près d'un port et on se dit que c'est de la logistique banale. Sauf que la liaison ferroviaire de 48 km prévue vers El Afroun déploie une emprise au sol largement plus large que n'importe quel couloir commercial classique. Cette plateforme est dimensionnée pour accueillir des réseaux de voies à écartement multiples conçus spécifiquement pour s'adapter aux différents standards de rail des pays enclavés du Sahel. Voir une infrastructure planifiée non pas pour les 5 prochaines années, mais pour le prochain siècle d'unité continentale, c'est inspirant. Cinquièmement, le déplacement de terre de la Mitidja. Vous avez déjà conduit près d'un chantier routier en voyant quelques collines se faire niveler. Multipliez cela à l'échelle d'un paysage entier. La zone logistique du port exige de raser près de 400 hectares, là où les contreforts de l'Atlas s'effondrent sur la pointe ouest de la plaine de la Mitidja. Pour aplatir ce terrain accidenté, les équipes doivent exécuter l'une des plus grandes opérations de terrassement côtier de l'histoire de l'Afrique du Nord, en déplaçant des millions de mètres cubes d'une terre argileuse très spécifique. La force de la volonté humaine qui redessine la géographie d'un pays est tout simplement stupéfiante. Sixièmement, le paradoxe logistique Sète-Niamey. Si vous regardez une carte, vous vous dites que pour envoyer des marchandises en Afrique de l'Ouest, il faut contourner tout le continent par l'Atlantique jusqu'à des ports comme Abidjan. Les modèles logistiques avancés d'El Hamdania prouvent exactement le contraire. Envoyer du fret depuis le sud de l'Europe, comme Sète en France, vers El Hamdania, puis le transporter par la route via le corridor transsaharien jusqu'à Niamey au Niger, est statistiquement plus rapide. Cela brise complètement l'illusion du transport maritime en réduisant le temps de transit de plusieurs jours. Se rendre compte qu'une ligne droite à travers le Sahara bat un méga navire en mer oblige à repenser toute notre géographie. Septièmement, le secret des 25 ans de Shanghai.
On imagine souvent que les infrastructures locales sont gérées uniquement selon des règles locales. Sauf que l'accord de base comprend une concession d'exploitation qui confie la gestion du port au Shanghai International Port Group, l'entité qui gère le port le plus fréquenté de la Terre, pour les 25 premières années. Concrètement, c'est un copier-coller numérique du système d'exploitation de terminaux hyper automatisés de Shanghai qui s'intègre dans une baie nord-africaine. Voir ce niveau d'efficacité technologique mondiale s'injecter directement dans nos docks, c'est incroyable. Huitièmement, le défi à l'économie maritime. On entend souvent parler du ralentissement du commerce mondial et on se dit que les méga-projets sont risqués. Mais El Hamdania est structurellement conçu pour prospérer précisément lorsque les tarifs du transport maritime s'effondrent. Les terminaux à conteneurs sont calibrés pour atteindre un rythme d'exécution d'élite de 2465 EVP par jour, réduisant tellement le temps d'attente à quai que le transbordement ici devient moins cher que de laisser un navire tourner au ralenti en mer. C'est un pari économique agressif et brillant contre les règles traditionnelles du commerce de la mer. Neuvièmement, la rupture du canal de 14 000. Nous avons tous vu des images de gigantesques embouteillages de porte-conteneurs devant des ports satureurs comme Algeciras ou l'ancien port d'Alger. L'architecture d'El Hamdania règle le problème en créant un canal de navigation ultra strict et à fil unique qui s'étend sur exactement 14 000 au large pour une largeur de 400 mètres. Cela crée une véritable autoroute maritime qui empêche mathématiquement tout goulot d'étranglement avant même que le navire n'approche de la digue extérieure. L'élégance fluide d'organisateur, le chaos de l'océan en une ligne parfaite est profondément satisfaisante. Dixièmement, la métamorphose légale de l'agence nationale. C'est le détail qui verrouille tout l'édifice, caché au fond des textes administratifs. Un décret présidentiel a discrètement modifié le mandat de l'ANRPCC, l'agence créée à l'origine uniquement pour bâtir ce port spécifique. Cette entité juridique s'est soudainement vue accorder l'autorité suprême pour restructurer et gérer l'intégralité des ports commerciaux de toute l'Algérie. Le modèle de gestion d'El Hamdania est devenu la loi officielle pour tout l'avenir maritime du pays. Cela prouve qu'un seul projet a le pouvoir de moderniser discrètement tout l'appareil juridique et économique d'une nation. Ce dernier point est le plus important parce qu'il met en lumière quelque chose de bien plus profond que le béton, le fret ou les voies maritimes. Ce n'est pas seulement une histoire de boîte que l'on déplace sur l'eau, c'est une question de fierté nationale profondément enracinée et de reconquête de notre rôle historique de carrefour de la Méditerranée. Cela prouve que malgré les défis, les obstacles logistiques et l'immensité de la tâche, le vrai moteur de ce projet reste cette volonté farouche de bâtir un héritage sur lequel les générations futures pourront se tenir debout, avec fierté. Est-ce que vous avez déjà visité la côte de Cherchell ou roulé près des ruines antiques de Tipaza en ressentant ce lien unique avec l'histoire? Qu'est-ce que vous avez éprouvé en étant là-bas? Et si vous regardez cette vidéo depuis l'étranger, quelle partie de la modernisation de notre pays vous rend la plus fière ou le plus félicité? Partagez vos histoires et vos souvenirs dans les commentaires ci-dessous.